Eh ben, merci à toutes et à tous d'être venus ce matin, un samedi, si tôt. J'espère que le voyage ne fut pas trop pénible. On est ravis de vous avoir, en tout cas, avec nous. Et donc, on va commencer cette matinée par une présentation de l'école en général. Après, vous aurez des présentations des différents diplômes plus en particulier. Voilà, donc vous pourrez assister aux conférences, celles qui vous conviennent le plus en fonction de vos attentes. Bon, voilà, c'est pour vous mettre dans l'ambiance. Alors, qui sommes-nous? Tout d'abord, nous sommes le CNAM. Donc le CNAM, ça veut dire, c'est pas la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, c'est un autre truc. Nous, c'est le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Donc si vous connaissez un peu Paris, il y a une station de métro qui s'appelle Arts et métiers, et c'est pour nous, à cause de nous, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est lié à nous. Le CNAM, ça ressemble à une université, c'est au centre de Paris. Il y a une chapelle qu'on peut voir ici qui est très jolie. Et il y a un musée, ce qui est un peu particulier pour une université. Le musée du CNAM, qui est un musée assez technique. Si vous allez à Paris, n'hésitez pas à le visiter, c'est un musée très sympa. C'est une institution publique qui a été créée en 1794, donc juste après la Révolution française, par l'abbé Grégoire. Donc l'idée, c'était, après l'abolition des rois, on s'est dit, ce serait bien que tout le monde ait un métier. Et ce serait chouette qu'on puisse enseigner à tout le monde un métier. Et donc, c'est ça le CNAM. Le CNAM, c'est l'enseignement pour tous, tout au long de la vie. Donc, c'est une institution qui a un but assez social. Sa spécialité, c'est les cours du soir pour l'enseignement supérieur, donc après le bac. Et nous, on est un peu une exception, puisqu'on a pas mal de formations initiales. Voilà pour le CNAM. Alors, l'Engmin dans tout ça. Donc le CNAM Engmin, c'est le CNAM, mais à Angoulême, avec des formations spécifiques dédiées aux jeux vidéo. Il n'y en a qu'une seule de nos formations qui est à Paris, en partenariat avec les Gobelins, on y reviendra juste après. Le CNAM est en partenariat à Angoulême avec les centres régionaux du CNAM, et plus particulièrement le CNAM Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si vous savez, mais le CNAM c'est un peu particulier. À l'inverse des universités qui sont cantonnées à des rectorats, le CNAM, lui, a vocation à être partout. Donc on a des centres du CNAM un peu partout en France, mais on en a aussi à l'étranger, au Liban, en Chine, au Maroc. Voilà. Donc le CNAM est un peu partout. C'est très sympa et c'est assez chouette. Et donc nous ici, on travaille de manière en étroite collaboration avec le CNAM Nouvelle-Aquitaine, qui a 12 centres en Nouvelle-Aquitaine, dont celui d'Angoulême. J'espère que c'est assez clair. Le CNAM Engmin, il y a pas mal de choses. C'est tout d'abord une école publique d'enseignement supérieur et de recherche. L'intérêt d'être public, c'est que
la plupart de nos formations sont pas chères, c'est-à-dire comme l'université, quoi, 250 € et quelques par an plus la CVEC. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a un programme d'incubation qui s'appelle All for Games. Donc on aide pas seulement nos étudiants, mais tous les étudiants qui veulent créer un studio de jeux vidéo. Il y a quand même un dossier à faire et puis un processus de sélection, mais on peut rentrer dans le programme d'incubation pour essayer d'être accompagné pour la création de son studio. On a pas mal de partenariats avec des universités internationales, on y reviendra plus tard. On est l'école d'application de l'école polytechnique, donc vous connaissez peut-être l'école polytechnique de réputation, que les gens appellent l'IX, qui est à Paris. Et donc l'IX a des partenariats avec différentes autres universités et écoles pour que quand les étudiants veulent se spécialiser dans un domaine, ils ne peuvent pas faire tout en local. Donc ils font des partenariats avec d'autres écoles pour que les étudiants puissent aller faire une année dans les autres écoles. Et donc nous, on est l'école d'application de Polytechnique pour le jeu vidéo. Nous sommes, ce qui est très important, une école du campus Magélis. Donc Magélis, c'est un syndicat mixte, c'est un organisme semi-public qui réunit des fonds publics du département, de la région, de la ville et de l'agglo, dans l'ordre d'importance, pour financer du développement économique ici, autour de l'image. C'est grâce à Magélis qu'il y a beaucoup de studios d'animation à Angoulême. Angoulême est le deuxième centre, toujours je crois, de production de dessins animés en France. C'est pas très connu, mais sachez-le. Et c'est dans cette politique de développement économique autour de l'image que Magélis subventionne ici l'école dans laquelle vous vous trouvez. Et enfin, nous sommes membres du réseau des formations du SNJV. Le SNJV, c'est le syndicat national des jeux vidéo. C'est un syndicat de studios qui regroupe la plupart des studios de production de jeux vidéo. Entre autres, parce qu'on est membre de pas mal de clusters et autres associations. Quelques chiffres clés. La première formation était à l'époque un DESS. Ça rappelle à certains des souvenirs. Elle a été créée en 2001, donc nous sommes une des premières formations de jeux vidéo en France. Voilà. Et sans doute la première publique, par contre. Nos étudiants, c'est pas nous ça, c'est nos étudiants, ils gagnent plein de prix. Il faut croire qu'ils sont bons, ou alors qu'on les forme bien, ou un peu des deux. Ici, en tout, on accueille 250 élèves par an. On a déjà 1600 alumni, donc c'est un gros réseau. Certains étudiants appellent ça la mafia de l'Engmin. On a des anciens étudiants à nous dans presque tous les studios, y compris à l'international. Il y en a un peu partout. C'est assez chouette. Comme je disais, on est une école du campus Magélis qui regroupe 15 écoles, 1800 étudiants ici à Angoulême, 40 formations. Donc ça, c'est juste le campus Magélis, puisqu'en tout, le nombre d'étudiants à Angoulême est de 5000 et quelques. Pour une ville de 45 000 habitants, ça fait un paquet d'étudiants. Si vous baladez dans les rues, vous verrez, il y a beaucoup de jeunes. C'est assez sympa. Ça, c'est pour ceux qui devront venir habiter ici pendant quelques mois. Mais c'est sympa plutôt. C'est une des seules écoles publiques entièrement dédiées aux jeux vidéo. Il existe quelques formations publiques, mais aucune qui soit aussi complète que la nôtre, avec autant de formations. Il y a un amphithéâtre dans lequel vous vous trouvez de 270 places. On a un grand foyer. En tout, le bâtiment fait 4300 m² qu'on partage avec d'autres écoles. Enfin, qu'on peut partager avec d'autres écoles. Il y a des parties communes qu'on se partage entre nous, dont l'amphi. Il y a un restaurant universitaire dans le bâtiment. Nous avons la chance d'avoir un toit végétalisé. Nous avons un studio de motion capture, comme vous pouvez le voir dans la photo. 8 salles de TP, un plateau projet, un studio son, bref. L'école est bien équipée. Et donc, c'est plutôt sympa de venir faire ses études ici. Vous aurez l'occasion de la visiter dans la journée, j'espère. Il y a 7 formations aujourd'hui. Tout d'abord, là, on va procéder par ordre de création. Donc, le premier, c'est le master jeux et médias interactifs numériques qu'on voit en bas en rouge, celui-là, là, qui était un DESS, comme je le disais, en 2001, qui, avec la réforme qu'on appelle de Bologne, ville italienne, est devenu un master, puisqu'on a transformé les DESS en master. Donc, du coup, c'est devenu un master en 2004. Et aujourd'hui, on compte les promos à partir de 2004. Mais en fait, il y a eu 3 promos avant dans le DESS. Ce master 1, bon, je ne vais pas trop en rentrer puisqu'on va en reparler après. Nous avons ensuite créé, je les prends dans l'ordre, un master spécialisé en jaune ici. Donc ça, on avait une demande de créer une formation à Paris. Et du coup, on a fait un partenariat avec l'école des Gobelins, qui est une école spécialisée dans l'animation.
pour créer un Master E, donc un bac plus 6, spécialisé dans le jeu vidéo. Donc c'est des personnes qui auraient déjà fini leurs études et qui voudraient des études un peu généralistes et qui voudraient du coup se spécialiser dans le secteur du jeu vidéo et de l'interactivité. C'est assez orienté XR, tout ce qui est immersion, etc. Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent dans des sociétés d'immersion, comme les choses que vous pouvez tester au musée d'Orsay ou ces genre de trucs qu'on teste en VR ou à la Notre-Dame, des choses comme ça. Historiquement, nous avons créé ensuite l'école d'ingénieurs qui est ici. Donc là, l'idée, c'était, il y avait plein de grosses boîtes qui venaient nous voir, comme Airbus, Safran, tout ça. Ils venaient nous voir en disant, on veut vos étudiants qui font du jeu vidéo parce que nous, on veut faire de la 3D et du temps réel et tout ça. On a besoin de super interfaces pour nos appareils, etc. Et vos étudiants, ils sont très créatifs, on les veut chez nous. Sauf que nos étudiants, ils disaient, je vais jamais aller bosser Airbus, c'est une boîte de naze, j'irai pas. Et donc du coup, personne ne voulait aller bosser chez Airbus ou chez Thales. Bon, ils venaient pour faire du jeu vidéo, quoi. Donc pour eux, Thales ou Airbus, c'était pas le truc de leur rêve, même si c'était sans doute bien mieux payé. Et donc du coup, on a créé une formation d'ingénieur en informatique, dont le job c'était carrément de faire de la 3D temps réel, mais pour des industriels cette fois. La formation existe toujours, elle s'appelle Informatique et Multimédia. C'est une école d'ingénieur classique, publique, voilà, comme n'importe quelle école d'ingénieur. Voilà. Elle est en apprentissage. Le master spécialisé, oui, enfin, on y reviendra tout à l'heure de toute façon. Ensuite, historiquement, nous avons créé la licence informatique jeux vidéo. C'est celle-ci là-haut, en haut à gauche. Donc là, l'idée c'était, après une étude, on s'était dit que pour avoir des étudiants culturellement plus variés, on voulait attirer des étudiants dès après le bac. En fait, il y a peu de formations après le bac qui soient publiques dans les métiers du jeu vidéo, la plupart sont privés. Et donc du coup, on s'est rendu compte que ça crée un trou et que ça fait que les étudiants qui candidataient en master, on avait un peu moins de représentativité culturelle et sociale parce qu'il y avait ce trou au milieu, quoi. Et donc on s'est dit, ok, il faut qu'on essaye de combler le trou. Et donc on a créé cette licence. Alors pourquoi informatique en premier? Parce que moi je suis informaticien, donc c'était plus simple pour moi de faire le programme et tout ça. Il y a un autre truc, c'est que cette licence elle est très particulière, on en reparlera après, mais il n'y a pas de prof, les cours sont en asynchrone, c'est-à-dire vous consultez les cours quand vous voulez sur internet. C'est un peu particulier. L'idée c'était de faciliter, parce qu'elle est en apprentissage, donc l'idée c'était de faciliter la présence dans les sociétés et surtout la souplesse de cette présence dans les sociétés. Si une société a besoin de vous le jour où vous avez cours, elle peut nous envoyer un mail et décaler ce jour-là à un autre jour. C'est assez facile puisque les profs ne sont pas en face, donc c'est facile, il suffit de changer la date dans le calendrier. Voilà, ça fait 6 ans maintenant qu'elle fonctionne cette licence, donc ça marche plutôt pas mal et elle est en apprentissage. Et donc suite à ça, l'État et le CNC et la Caisse des dépôts sont venus nous voir en disant on veut que vous créiez une formation, vous êtes l'école publique du jeu vidéo, il faut que vous créiez plus de formations et notamment post-bac. Et donc on a créé la formation LAN, licence art numérique, qui a ouvert cette année, et l'année prochaine ouvre la licence game design. Avec ça, on va couvrir. Alors pourquoi il n'y avait pas de formation art numérique pour le jeu vidéo dans le public? C'est tout bête, l'art dans le public, c'est le ministère de la Culture et les écoles d'art. Et les écoles d'art forment les artistes à être des artistes et pas forcément à être très techniques. Or, dans le jeu vidéo, ça reste quand même un métier de production. Donc on veut des gens techniques qui sont capables de produire des ressources. Et donc du coup, il y avait un écart entre ce que proposaient les formations publiques et ce que voulait l'industrie. Donc l'idée de cette licence professionnelle, c'est d'arriver à combler cet écart. Et en game design, c'est pareil, il existait des licences 3 en game design, donc seulement la 3e année de licence, mais aucune vraie formation juste post-bac. Et donc l'idée, c'était de créer une formation post-bac. Et puis prochainement, il y a un projet de master international. Donc là, l'idée, c'est de dupliquer le master qu'on a déjà, mais que pour des étudiants étrangers. Comme nous sommes dans des métiers créatifs, il est important que nos étudiants rencontrent d'autres cultures et des personnes très différentes d'elles-mêmes. Ça permet d'avoir des projets plus ouverts, de s'ouvrir les idées sur d'autres choses. Et donc c'est très important pour nous. Et pour faciliter ça, l'idée c'était de créer un master international. Voilà.
Alors, depuis 2020, licence informatique, parcours jeux vidéo, donc c'est pour le programmeur-programmeuse. C'est en apprentissage, donc il faut trouver une société, et en ce moment, c'est pas facile, je vous le cache pas. C'est en asynchrone, donc vous ne verrez pas de prof, à part pour leur expliquer ce que vous avez trouvé qui n'allait pas bien dans le cours. Il y a une espèce de mécanisme d'amélioration continue. C'est 3 mois à Golem au début, donc vous arrivez ici, vous faites 3 mois pour le temps de rencontrer votre promo, de discuter avec vos animateurs pédagogiques, parce qu'il n'y a pas de prof, mais vous avez quand même 2 animateurs pédagogiques qui vous accompagnent tout le temps, avec qui vous aurez des points hebdomadaires, qui sont là pour animer la formation, vous accompagner, vérifier que tout va bien, vous faire les TP, etc. Et donc pendant ces 3 mois, vous faites votre premier jeu, vous faites les premiers cours, et donc ça permet après quand vous arrivez en société de savoir. Alors on s'est aperçu dans les recrutements qu'en fait beaucoup d'entre vous savaient déjà faire des jeux quand ils arrivaient, mais bon c'est tant mieux, et du coup ça vous permet de vous améliorer pendant les 3 mois. C'est une formation sur 3 ans, une licence normale. Licence art numérique suit le même modèle, sauf que c'est version art numérique, donc artiste, généraliste 2D, 3D, tech artiste. C'est toujours en apprentissage en asynchrone, 3 mois au début. Vous faites les projets avec la licence informatique, donc vous êtes en équipe mixte pour faire les projets de l'année. Et donc c'est sympa, vous allez pouvoir bosser ensemble sur des jeux vidéo. Et enfin, la licence game design qui ouvre en septembre prochain, enfin en octobre pour être très précis. C'est la même chose, mais en game design, en apprentissage aussi, asynchrone 3 mois, c'est exactement le même format. Ingénieur informatique depuis 2014, donc l'idée c'est de maîtriser toutes les techniques liées au 3D temps réel et aux jeux vidéo et à l'interaction. Pas mal de réalité augmentée, réalité virtuelle, pas mal de moteurs 3D, d'optimisation, de choses comme ça. Voilà, c'est en apprentissage, les cours sont ici à Angoulême, là c'est un apprentissage plus classique. Donc vous avez des périodes d'entreprise et des périodes de cours. Voilà, et ça dure 3 ans, comme toutes les écoles d'ingénieurs. Master jeux et médias interactifs numériques, c'est donc le master historique depuis 2004, puisqu'avant c'était un DESS. Il y a 6 parcours, donc ça c'est intéressant, puisque c'est pour ça qu'on nous appelle la première école de jeux vidéo, c'est parce qu'en fait on a tous les métiers de la production du jeu vidéo regroupés au sein d'une même formation. Conception sonore, donc c'est les gens qui font les musiques et les effets spéciaux sonores dans les jeux vidéo. Conception visuelle, c'est ceux qui font tous les décors, les personnages, etc., tout ce qui est visuel. Ergonomie UX, eux, s'intéressent au joueur ou à la joueuse. Est-ce qu'il comprend bien ce qu'on lui raconte dans le jeu? Est-ce qu'il sait ou elle sait faire ce qui va arriver après? Est-ce qu'elle comprend ce qu'on attend d'elle? C'est très important. Quand on a créé la spécialité en 2004, je crois, les gens, les plupart des studios se demandaient à quoi ça allait servir, mais maintenant tout le monde a compris que le jeu vidéo c'était une science et non pas une. Et que donc du coup c'est très important d'avoir des gens qui s'y connaissent en psychocognition. Donc c'est des gens qui viennent soit de psy classique, soit de sciences cognitives. Voilà. Game design, ce sont les gens qui imaginent les mécaniques de jeu et les jeux en général. Management de projet, c'est les gens qui s'occupent de l'équipe, qui font en sorte que les budgets soient respectés, que la motivation soit maintenue dans l'équipe, que tout marche. Ce qui n'est pas facile, parce que quand vous faites discuter des programmeurs ou des programmeuses avec des artistes, c'est pas toujours évident qu'ils se comprennent. Ça, c'est vrai pour toutes les combinaisons de 2 métiers que vous pourrez choisir parmi les 6. Et donc, du coup, le rôle de ces gens, c'est d'essayer que tout marche ensemble. C'est une alchimie assez complexe et pas facile à mettre en œuvre. Et contrairement au cinéma, où on a plein de cœurs de métier aussi qui doivent cohabiter, dans le cinéma, on a un métier qui s'appelle réalisateur, qui en anglais s'appelle director, et qui porte bien son nom en anglais, qui est une personne qui dirige tout et qui décide de tout, quasiment. Dans le jeu vidéo, c'est beaucoup plus horizontal, surtout dans les petits studios. Et donc, du coup, on a beaucoup plus cette perméabilité entre les métiers, et donc il faut que ça fonctionne mieux. Du coup, il faut que les gens arrivent à se parler et à comprendre ce que chacun et chacune fait. Et donc, l'intérêt de cette formation, c'est de vous confronter aux 6 métiers ensemble pour que vous puissiez tous comprendre ce qui se passe. C'est en 2 ans, c'est à Angoulême, c'est en formation initiale, il n'y a pas d'apprentissage. Et ça se finit par un stage de 6 mois. Le master IDE, donc c'est à Paris, c'est la seule qui soit à Paris. Designer d'expérience immersive, interactive, ludique pour le jeu vidéo, la culture et la communication. C'est pas mal d'expériences muséales ou d'expériences interactives qu'on trouve dans des salles. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont fait de la vidéoprojection l'année dernière sur le musée du CNAM, interactive. Donc la vidéoprojection, vous connaissez, c'est quand on prend des projecteurs et qu'on anime une façade. Mais là, c'était interactif, vous pouviez jouer avec un jeu vidéo en grand qui était projeté sur la façade. Voilà. Donc chez nous, on fait que des trucs interactifs. C'est en 15 mois, c'est une grosse année en gros. C'est à Paris. Voilà. Et celle-là, par contre, elle n'est pas publique et donc elle est plus chère. Ça peut être en contrat professionnel.
et peut-être en apprentissage, c'est pas sûr. Et le master international, c'est exactement le même master que celui qu'on vient de voir, mais pour des étudiants étrangers. L'idée, c'est d'attirer des étudiants étrangers et des capitaux étrangers. Voilà. Le programme d'incubation All4Games, aujourd'hui, on a 4 studios qui sont incubés ici. Yorf, qui au départ était plutôt de l'hyper-casual jeu mobile, qui sont des anciens étudiants de l'Engine et qui font maintenant de la VR. Blooming Studio, étudiants d'IDE, si mémoire est bonne, qui portent un projet de jeu de plateforme. Wistfulware et Marouche, qui sont 2 projets qui ont été incubés grâce à la Game Cup, qui était un concours auquel l'Engine participait, pour faire émerger des jeux un peu, comment dire, pas mainstream, pas les jeux qu'on voyait dans les revues et les magazines, mais d'autres jeux. Le programme existe depuis 2014, depuis qu'on est dans ce nouveau bâtiment, et donc on accueille des studios qui ne sont pas forcément des studios d'anciens étudiants de chez nous. Nos partenariats internationaux, on a pas mal de partenaires internationaux qu'on essaye d'améliorer, enfin on essaie d'augmenter au fur et à mesure. On voit le Tech de Monterrey, c'est au Mexique, l'école NAD, c'est au Canada, l'ORT, c'est l'Uruguay. Il y a pas mal d'écoles en Espagne, des écoles au Danemark, en Hollande, en Allemagne et en Italie. Donc on a pas mal de partenariats, dont certains avec lesquels on a carrément des doubles diplômes. Donc c'est le cas de CGL, Cologne Game Lab en Allemagne. Vous pouvez, durant votre master, faire la seconde année en Allemagne, si vous voulez. Et l'école NAD, c'est pareil, on a une double diplomation avec le Canada. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Angoulême et on y contribue en partie. Il y a plein d'événements. Alors bon, le festival de la BD d'Angoulême cette année, je ne sais pas ce qu'il y aura, mais en tout cas pas le festival officiel. Mais on fait plein d'autres choses, dont un festival qu'on organise ici qui s'appelle Spawn. Donc l'idée de Spawn, c'est d'amener de la vulgarisation scientifique pour le grand public, puisque une des missions du CNAM, c'est la vulgarisation scientifique. Et donc du coup, on fait venir des professionnels et des experts, des scientifiques, pour discuter de thématiques autour du jeu vidéo assez classiques, comme par exemple, quel est l'effet de trop jouer aux jeux vidéo sur la tête des gens, dans la tête des gens, pour être très précis. Mais aussi comment on fait un jeu d'horreur, bref, plein de thèmes intéressants, c'est plutôt grand public. Et puis c'est l'occasion de montrer plein de jeux pareils. Les derniers jeux, vous les connaissez tous, hein, on ne va pas vous montrer les jeux que vous connaissez déjà. Donc l'idée, c'est de vous faire découvrir des jeux indépendants, qu'en général, vous ne connaissez pas, mais qui vous permettent de découvrir des choses nouvelles, des gameplays nouveaux, des directions artistiques nouvelles, etc. Voilà. Et on participe à plein d'autres événements qui ne sont pas forcément ici à Angoulême. Voilà, j'espère que je ne suis pas en retard. Non, juste bon. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Je vous donne le micro parce que sinon les gens n'entendent pas à distance. Si. Le programme d'incubation All4Games, comment ça s'incluait dans le reste par rapport aux formations, comment c'est disponible? Et puis ensuite, mon autre question, c'était par rapport à l'entreprise, la recherche d'entreprise. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait un petit peu ou pas du tout? Alors, le programme All4Games, donc c'est un programme qui est en pleine rematuration. On a une réunion la semaine prochaine pour rien vous cacher sur qu'est-ce qu'on va en faire maintenant. Donc au début, c'est des locaux gratuits. Les gens peuvent venir gratuitement dans les locaux pour bosser. On prête des machines aussi. Et on les accompagne dans le sens où on les introduit dans les réseaux. Maintenant, il y a pas mal de réseaux sociaux entre indépendants studios. Donc ça leur permet d'accéder à ces réseaux, d'avoir des conseils de leurs collègues et prédécesseurs. L'intérêt aussi, c'est du coup d'avoir des entrepreneurs qui cohabitent avec nos étudiants. Donc ça permet d'avoir un échange sur qu'est-ce que c'est que monter un studio. Parfois, il y a une espèce de rêve de ouais, ça va être trop cool, on va pouvoir faire le jeu qu'on veut, ça va être super, mais bon, à un moment, il faut payer les épinards et les patates et son loyer. Et du coup, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué dans la vraie vie. Donc ça leur permet d'échanger avec des gens qui ont monté des studios, de comprendre comment ça se passe, c'est quoi les enjeux, etc. Même s'ils ont des cours, c'est toujours pareil, quand c'est un prof qui parle, c'est une point de vue, puis ils se disent, bon, moi c'est le prof qui me dit ça, mais en fait,
Puis après, quand c'est des vrais témoins, enfin des vrais témoignages, quand c'est des témoignages de gens qui étaient étudiants pas longtemps avant eux, ça revêt une autre importance à leurs yeux. Et donc, c'est assez intéressant. On les emmène aussi dans nos événements. On fait de la com pour eux, on les aide un peu comme ça. Voilà un peu le programme d'incubation. Et il est en partenariat avec Eurekatech, qui est un technopole dans le camp Angoulême, et avec Magélis. Et donc, par le biais d'Eurekatech, ils ont accès aussi à des cours sur la compta, comment créer une société, les statuts juridiques, les contrats, etc. Des cours un peu classiques sur... voilà. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'on les aide à trouver des entreprises? Alors, oui, on les aide. En ce moment, c'est très dur. L'industrie, vous êtes au courant, n'est pas en super forme. Là, cette année, c'est l'année la plus dure qu'on ait vue, nous, en termes de placement. Alors, on les coach, donc on leur explique ce que c'est qu'un bon CV, qu'un bon portfolio. Il y a des professionnels de boîtes qui viennent leur expliquer ce que c'est qu'un bon CV, un bon portfolio. On leur coach pour faire les entretiens, comment se présenter, l'attitude qu'il faut avoir, etc. On les sélectionne au démarrage, c'est-à-dire quand on leur fait passer l'entretien pour être sélectionné dans la formation, on essaye d'évaluer si la personne est suffisamment autonome pour travailler dans une boîte, parce que en sortant du bac, c'est pas forcément évident, pour les licences en tout cas. Et après, on a un petit annuaire de sociétés qu'on met à disposition. On rappelle les anciennes sociétés qui nous ont pris déjà des étudiants, mais on ne va pas faire la recherche à leur place. Donc aujourd'hui, il faut quand même... moi, le conseil que j'ai à donner à ceux et celles qui veulent rentrer dans une des formations d'apprentissage, c'est tout de suite commencer à élargir votre réseau. C'est tout bête, je ne sais pas où vous habitez, mais il y a sans doute un cluster jeux vidéo ou un cluster numérique ou un cluster comme ça de boîtes qui organisent de temps en temps des événements. Allez-y, rencontrez des gens. Plus tard, si vous demandez un job, si la personne vous a déjà croisé dans un truc, elle se dit ah ben il ou elle était motivé. Je l'ai vu à l'événement machin là. En plus, il ou elle avait l'air sympa, c'est cool. Maintenant, je peux voir son portfolio, il est plutôt pas mal. Voilà. Ça facilite beaucoup le boulot. Pareil, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font sur les réseaux sociaux. Il y a plein de Discord ouverts de professionnels ou de semi-pros. Inscrivez-vous, bossez des fois avec des gens ou des game jams aussi, ça vous permet de rencontrer des professionnels. Essayez de viser les game jams où il y a des pros et des pas pros. Ça vous permet de connaître des gens. En gros, tout ce qui vous permet d'élargir votre réseau et de rencontrer des professionnels qui plus tard pourront peut-être être ceux que vous allez pouvoir contacter. C'est intéressant. Après, il y a un réseau de Lengemin. Donc, quand vous candidatez dans une boîte, allez sur LinkedIn, essayez de regarder s'il n'y a pas un ancien de Lengemin dans cette boîte. Vous pouvez le contacter en disant que vous êtes dans la licence ou l'école d'ingénieur et que vous cherchez une boîte et vous irez candidater dans sa boîte, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Voilà. Il y a plein de trucs et astuces. Parlez à vos parents, à vos amis, à vos conjoints, si vous en avez. Bref, essayez de voir qui connaissent, est-ce qu'ils connaissent des boîtes qui pourraient être intéressées par votre profil. Il n'y a pas de petits moyens. On ne sait jamais d'où ça va tomber. Et je finis juste le... Qu'est-ce que je voulais dire? Non, tant pis, ça j'ai oublié. Et la catastrophe si un étudiant ne trouve pas, justement. Alors, donc là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la loi française, que nous sommes obligés d'appliquer, dit que si l'étudiant en apprentissage ne trouve pas de société, au bout de 3 mois à partir du moment où elle a perdu sa société, ou elle l'a pas commencé, enfin je vais à partir du début, quoi, on doit le virer. Donc c'est la loi. Nous, malheureusement, on est obligé de respecter la loi. Donc nous, ce qu'on conseille aux gens, c'est... ça sert à rien de chercher une société en mai ou en avril pour janvier d'après. Parce que comme vous êtes 3 mois au début dans le cours, en fait... alors si vous trouvez une société, tant mieux, hein, je ne vous empêche pas, mais... Ce qu'il faut, par contre, c'est que l'été, il faut que tout soit prêt, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez fait vos portfolios. Donc cette année, on va anticiper. Vous allez avoir avant de rentrer dans l'école, avant de rentrer dans la formation en octobre, vous aurez déjà contact avec une personne qui va essayer de vous coacher sur déjà dès le début, avant, comment faire votre portfolio, votre CV, etc. L'idée, c'est vraiment que... Et on va vous marquer à la culotte. C'est un peu méchant de dire ça, mais... Cette année, on n'a pas été assez, je pense, dur. Enfin, c'est ma vision à moi. Les gens ne la partageront peut-être pas. Mais du coup, il faut aller vite, quoi. Il faut le réseau. Si vous commencez à vous en occuper en octobre-novembre, c'est un peu tard pour le faire grandir, quoi. Donc ça, il faut le faire tout de suite. Vous pouvez commencer tout de suite. Étendre votre réseau, ça coûte pas cher. Donc du coup, voilà,
Voilà. Donc, moi, les conseils que je pourrais vous donner, c'est ça. Et puis surtout, pensez pas que vous allez choisir le studio vous-même, quoi. Vous choisissez pas les 5 meilleurs studios de France en disant je vais aller dans un de ces 5 et nulle part ailleurs. En fait, vous avez peu de chance d'aller dans un 5. Je dis pas que ça n'arrivera pas, mais vous avez quand même peu de chance statistiquement. Donc la question, c'est être prêt à faire n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais être ouvert à toutes possibilités. Voilà. Donc plus tôt vous y mettez à étendre votre réseau, mieux c'est. Dès que le concours commence en février, si ma mémoire est bonne, et donc du coup après vous aurez des infos, vous serez guidé, accompagné, et on va essayer, comme je disais pour les licences, de vous former au fur et à mesure à un portfolio, CV et entretien, pour que vous soyez déjà prêt, pour qu'en septembre, avant que vous rentriez même dans l'école, vous puissiez déjà commencer à faire des entretiens et avoir des rendez-vous avec des boîtes. Oui. Moi, je voulais juste savoir combien de places il y avait dans le master jeux médias interactifs numériques. Ouais. Jumine pour les intimes. Dans le master Jumine, il y a des places par parcours. Donc il y a 12 places sur les parcours game design, programmation et conception visuelle. Et il y a 6 places dans son, management de projet et UX UI. Ça peut être caution à variation. C'est rare qu'on diminue, mais ça arrive qu'il y en ait plus des fois. Mais voilà, s'il y a 2 candidats très proches, comme c'est un concours, il peut y avoir 2 candidats ou candidates qui sont très proches en dernier de la liste et on les prend tous les deux. On décide d'en prendre 2, donc ça peut être 13 des fois. Voilà, mais en général, c'est assez calé. Ça correspond à la fois, il y a 2 contraintes fortes pour nous. Il y a une contrainte pédagogique, parce que comme on fait des projets, il faut qu'on ait un quota de type de métier dans nos équipes de projet, donc il y a une contrainte pédagogique. Et il y a aussi une contrainte en termes de place, d'avoir un job à la fin. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement de vous former, c'est aussi que, si possible, ce serait pas mal, vous ayez un job en sortant. Donc du coup, voilà pourquoi sur les 350-400 dossiers qu'on reçoit chaque année, on n'en prend que 54. Parce que malheureusement, l'industrie n'est pas prête à accepter 350 personnes chaque année, contrairement à ce que pas mal de formations essaient de vous faire croire. Surtout en ce moment. Bonjour, j'aimerais savoir quel type d'entreprise il faut cibler. Alors, ça dépend du diplôme. Donc, pour la licence informatique, c'est officiellement une vraie licence informatique de l'État. Donc, n'importe quelle boîte d'informatique, ça fait l'affaire. Vous pourriez vous retrouver à faire du web ou des trucs comme ça. Bon, c'est moins sexy que le jeu vidéo, certains diront. Mais administrativement, ça suffit, quoi. Pour les licences, alors du coup, ça peut être n'importe quelle mission d'informatique. Alors là, il y en a pléthore, je ne peux pas énoncer, mais des boîtes qui font de l'informatique, il y en a plein. Ça peut même être une usine qui a un service informatique, ça peut être n'importe quoi. Ensuite, pour les licences art numérique, c'est pareil, c'est une licence artistique et numérique. Donc à partir du moment où vous faites de l'art numérique, ça suffit aussi. Donc du coup, c'est pareil, les boîtes de web, les boîtes de com qui font des présentations comme celle qu'on vient de voir, ou des films, ou du motion design, etc., ça peut suffire aussi. Nous, notre job, c'est pas de vous empêcher de trouver des boîtes, quoi. C'est d'essayer de faire en sorte que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre formation. Voilà. Pour l'école d'ingénieur en apprentissage et pour IUM, le Master E, là aussi, il faut essayer de trouver des boîtes. Alors l'école d'ingénieur, c'est une école d'ingénieur en informatique, donc il faut trouver des boîtes d'informatique. Et le Master E, c'est des contrats pro. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire en contrat pro, le Master E. Mais alors, si vous le payez de votre poche, c'est assez cher quand même. Mais voilà. Et là, faut que ce soit interactif, numérique. Donc c'est un peu vaste. Mais ça va, comme je disais, des boîtes de muséologie. Il y a tout ce qui est éducation pédagogique. Maintenant, on fait pas mal de programmes interactifs pour enseigner des choses, notamment dans les lycées professionnels. Plutôt que d'acheter une grosse machine qui coûte 120 000 € et d'en acheter 2, on en achète qu'une, on fait un modèle virtuel et on entraîne les étudiants avec un casque VR sur la machine virtuelle qui coûte moins cher et qui est plus disponible. Il suffit de prendre plusieurs casques VR et je peux entraîner plusieurs étudiants. Donc il y a plein de boîtes qui font des espèces d'outils pédagogiques interactifs. Ces boîtes-là aussi, elles peuvent être demandeuses. On parlait de Thales, Airbus, tout ça, ils ont pas mal de trucs interactifs. Là,
Il y a des étudiants qui bossaient chez Magneti Marelli, c'est une boîte à Châtellerault qui fait des tableaux de bord de voitures. Donc c'est de l'interactivité, bref, ça touche un peu à tout. Il faut que qu'on interagisse, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Ça répond à votre question? Oui. Il y a des questions dans le chat. Comment pensez-vous que la filière du jeu vidéo va évoluer à court ou long terme? Et quel impact va avoir l'IA sur ce domaine? Alors, je consulte ma boule de cristal. Non. C'est une très bonne question. J'ai pas de boule de cristal, comme vous pouvez le voir. Alors, il se trouve que mon domaine de recherche et d'enseignement, c'est l'intelligence artificielle. Donc, c'est un domaine que je connais quand même pas trop mal. Premièrement, comment le secteur du jeu vidéo va évoluer. Donc, c'est simple. Ce qui fait la somme d'argent du secteur du jeu vidéo, c'est combien il y a de gens qui jouent aux jeux vidéo et combien il y a de gens qui dépensent de l'argent dans le jeu vidéo. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec à quel coût on fabrique les jeux. D'accord ? L'idée, c'est combien on dépense. Ça, là, c'est lié par deux choses. C'est combien vous êtes prêt à mettre pour acheter un jeu et combien de jeux vous achetez dans l'année. D'accord ? Et ça, c'est lié à un troisième paramètre, c'est combien il y a de gens qui sont capables d'acheter des jeux et combien dans l'année. Donc en gros, si on a la population mondiale qui décroît, ben, pas de bol, ça va faire descendre le marché. Si les gens sont plus riches, coup de bol, ça va faire monter le marché, etc. C'est un marché qui affiche une croissance de 4 à 5% pour 2025 en prévision, parce qu'on est quand même déjà bien à la fin de 2025. C'est-à-dire que c'est un marché qui marche plutôt bien finalement. On s'en sort pas mal. La croissance mondiale, elle est bien en dessous de ça. Donc c'est pas un marché qui est à plaindre. Le problème, c'est que l'argent est un peu concentré. Donc c'est pas les studios de production qui raflent la partie du magot le plus, et donc c'est pas facile pour les studios de production. Surtout après que le marché, il y avait une croissance qui était folle pendant le Covid, avec des pourcentages à 2 chiffres. Alors que toute l'industrie s'était écroulée, le jeu vidéo et le cinéma par exemple, eux, ils ont skyrocketé. Et puis quand le Covid s'est arrêté, les gens ont remis leur argent ailleurs, et donc du coup ça a été un peu la dégringolade. Et là ça dure un peu. Ce qui fait que les studios sont exsangues, ils ont moins d'argent, quoi. Ce qui fait que c'est de plus en plus dur. Mais comme je disais, la Switch 2, là, c'est bien vendu, donc elle a dumpé le marché du secteur. Donc on espère que ça va entraîner derrière de la demande en termes de nouveaux jeux, quoi. Voilà. Mais le marché en tant que tel étant pas en déficience, il n'est pas en train de diminuer, il y a quand même espoir que la situation se stabilise plutôt vers des points positifs, quoi. Plus positifs que ça l'est maintenant. Pour l'IA, il y a toujours eu l'IA dans le jeu vidéo. Donc, les gens qui pensent que les IA génératives comme ChatGPT ou Stable Diffusion viennent révolutionner le jeu vidéo, c'est complètement faux. Ça fait très longtemps qu'on utilise de l'IA, ne serait-ce que pour faire les petits personnages que vous rencontrez dans les jeux. Elle n'est pas toujours très smart cette IA, mais bon, peu importe, c'est pas ça le sujet de la conversation. Déjà, Pac-Man, qui était un des premiers jeux vidéo, vous aviez des petits fantômes qui bougeaient tout seuls, il y avait une IA qui était un peu débile, mais qui faisait l'affaire. Alors vous allez me dire, mais d'accord, mais ça c'est pas pour la production, donc ça va pas enlever des métiers. Alors on a déjà fait plein de trucs pour enlever des métiers dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, si vous avez des jeux vidéo dans lesquels vous avez des vastes espaces avec des paysages immenses, avec des forêts et tout ça, c'est parce qu'on a créé des outils qui permettent de faire des forêts automatiquement. Ça fait très longtemps qu'on fait pas les forêts à la main, feuille par feuille et branche par branche dans le jeu vidéo. D'accord ? Donc on a toujours créé des outils pour produire plus vite. C'est pas nouveau et ça va pas changer. Donc là, on a des nouveaux outils d'IA qui arrivent. Ils vont nous permettre de créer certains trucs plus vite, d'autres non. C'est pas si révolutionnaire que ça. On pourrait en reparler si vous voulez, mais là, je pense qu'on n'a pas le temps. Certes, ça va peut-être changer certains métiers. Je pense, moi, que sous l'excuse de on va produire moins cher, c'est pas parce que je produis mon jeu moins cher qu'il sera meilleur. C'est pas parce que mon jeu est plus grand qu'il est meilleur. C'est pas parce que mon jeu est plus grand qu'il se vend plus. Donc en fait, tout ça, c'est assez décorrélé de l'argent que je vais faire. Aujourd'hui, le public a l'air plutôt contre l'IA. Quand un jeu vidéo sort en disant qu'il utilise de l'IA dans le jeu vidéo, le public trouve ça plutôt mauvais. Le public est assez conscient que ces moteurs de génératifs comme Stable Diffusion ont appris sur des œuvres d'artistes sans l'accord de ces artistes. Donc il y a un problème éthique important. Il y a des problèmes juridiques qui sont très importants qui font qu'aujourd'hui, ce serait très étonnant que les gens utilisent ces IA-là génératives dans leur jeu. Pourquoi ? Parce qu'elle génère, imaginons que vous génériez votre personnage principal avec une IA comme ça. Et c'est pas de bol, cette IA, elle a appris sur plein de personnages qu'elle a vus sur Internet. Et c'est pas de bol, le personnage qu'elle vous génère, c'est pile poil le même qu'un des personnages sur lequel elle a appris. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous sortez votre jeu, vous ne pouvez pas le savoir évidemment, parce que vous n'avez pas regardé les milliards d'images qu'il y a sur Internet pour savoir sur quoi elle a appris.
Donc vous sortez votre jeu et là l'artiste il dit tiens, ce personnage de jeu là il ressemble vachement au personnage. Et ben je vais attaquer parce que c'est bizarre, ils ont fait du plagiat sans me demander mon avis. Et donc le studio se retrouve avec un procès en plagiat que l'artiste va gagner puisque évidemment il a la preuve comme quoi il a fait son personnage avant, sans que la boîte puisse être même consciente qu'elle était en train de faire un plagiat. Donc ces problèmes juridiques sont aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut les contourner. Donc les studios aujourd'hui sont très clairs, ils disent à leurs équipes n'utilisez pas l'IA pour des choses qui se retrouveront dans le jeu au final. Donc aujourd'hui l'utilisation de l'IA se fait principalement en pré-production, c'est-à-dire pour aider un peu à créer des idées autour des jeux. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres outils qui vont être créés, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. Mais aujourd'hui, moi j'ai des amis scénaristes, des amis graphistes. C'est pas. Alors c'est sûr, les petits boulots, hein, faire une image pour une présentation PowerPoint, ça c'est sûr que plus personne, il n'y aura plus de job pour ça, quoi. Donc les plateformes où vous vendiez, vous achetiez 5 $ une image pour la mettre dans votre PowerPoint, vous ne le faisiez peut-être pas, mais c'est des marchés qui existent. Eux, ils vont disparaître. Parce qu'évidemment, je vais utiliser l'IA pour générer l'image. De toute façon, je ne vais pas revendre mon PowerPoint, donc il n'y aura pas d'attaque en plagiat. Je m'en fous un peu. Donc là, ça va supprimer certains jobs. Mais je pense que les jobs de créatifs dans les équipes de studios de jeux vidéo, ils sont pour l'instant encore à l'abri. Donc je ne suis pas très très inquiet. Oui. Pardon. Il y a une autre question. Bonjour, pour le programme All4Games, est-il possible pour un étudiant en licence d'être quand même accompagné pendant sa licence ou bien après, en prenant la licence Game Design par exemple? Alors, nos formations, quelles qu'elles soient, que ce soit licence ou les autres, elles sont quand même hyper prenantes. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous fourguer un paquet de trucs dans la tête, on n'a pas beaucoup de temps et il y a beaucoup de choses à apprendre, donc vous allez être hyper occupé. Il se trouve que dans ma vie, j'ai créé une boîte il y a pas mal de temps, qui est toujours vivante. Et croyez-moi, créer une société, c'est pas une mince affaire, ça vous bouffe un paquet de temps. Donc du coup, ça me paraît relativement incompatible de suivre une formation pendant que vous créez une société. Après, si vous voulez bosser sur un projet perso pendant la formation, pourquoi pas. Si vous voulez que votre projet de fin d'année soit aussi votre projet perso pendant la formation, pourquoi pas. Il y aura les problèmes de propriété intellectuelle à régler avec votre équipe, mais ça se gère. Je vous déconseille de créer une structure qui va vous coûter de l'argent pendant la formation, puisque vous allez avoir peu de temps à y consacrer. Et donc, c'est pas évident. Donc, à mon avis, le plus simple, c'est suivez la formation. Apprenez bien tout ce qu'on a à vous enseigner, dont certains cours qui concernent l'entrepreneuriat. Et après, pourquoi pas commencer à bosser sur vos projets pendant les formations. Et quand votre projet sera assez abouti, créez le studio. Il faut créer le studio le plus tard possible, au moment où vous voulez commencer à créer votre communauté, etc. Avant, ça ne sert à rien. C'est des frais et ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà mon conseil. Puis par contre, vous serez en contact avec des gens d'All4Games, donc vous pourrez par contre communiquer avec eux, discuter avec eux, avoir leurs avis, etc. Devant, oui. Vous avez dit que vous aviez 400 dossiers chaque année pour le master JMIN, mais du coup, est-ce que vous avez ces chiffres pour précisément les parcours, les 6 parcours? Oui. Donc les parcours les plus demandés sont en tête le game design. Alors, je ne sais pas combien il y en a eu la dernière, mais je crois entre 130 et 150 pour 12 places. Donc le parcours game design, c'est le plus demandé. Il y a beaucoup de demandes pour pas beaucoup de places. Ensuite, à peu près ex aequo, avec un peu moins de 100 dossiers, il y a la programmation et la conception visuelle. Pareil, il y a 12 places dans chacune et on a un peu moins de 100 dossiers. Donc là aussi, c'est un peu difficile de rentrer. Après, en management de projet, on a moins de demandes. En Ergo UX, on a moins de demandes. Et en son, on n'a pas trop de demandes non plus. C'est de l'ordre de entre 20 et 30 dossiers. Donc là, c'est plus facile de rentrer. Je ne vous dis pas qu'il faut tous candidater en management et en son, mais vous ne pouvez pas improviser ça au dernier moment. Mais ce qui est sûr, c'est que les trois grosses filières à 12 personnes sont clairement celles qui sont le plus demandées de loin et que le ratio est en défaveur. Enfin, les ratios sont meilleurs dans les 3 autres. Du coup, c'est quoi vos conseils pour se démarquer Alors, c'est une bonne question. C'est quoi un bon étudiant de l'Engmin ou une bonne étudiante de l'Engmin? C'est quelqu'un qui avant tout est créatif.
Donc, ce qu'on cherche, c'est des gens créatifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être créatif? Créatif, ça veut dire être curieux, s'intéresser à plein de choses. Donc, on veut voir ça dans votre dossier. Débrouillez-vous dans votre portfolio, dans ce que vous voulez, dans votre CV, dans votre lettre de motivation. Montrez-nous que vous connaissez plein de choses. Si quand vous nous citez un film, vous nous citez le film de l'année que tout le monde cite, évidemment, vous nous paraissez moins créatif que si vous nous citez un truc qu'on ne connaît pas. Et ainsi de suite. C'est vrai pour tout. Si vous nous citez d'autres choses, on voit que vous avez d'autres passions que le jeu vidéo, que vous n'êtes pas quand même focus que sur le jeu vidéo, c'est plus intéressant pour nous. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vous avez vécu 2 ans en Australie, j'en sais rien. Ça peut être vous êtes un fan de violon, vous jouez du violon. N'importe quoi. Donc tout ce qui peut vous mettre un peu en avant, c'est intéressant. La deuxième chose qu'on va évaluer, c'est votre motivation. Votre motivation, on va la juger de manière assez simple. C'est si vous nous dites je rêve toujours de faire des jeux vidéo dans ma vie, je vais en faire, je vais en faire, je vais en faire, et que dans votre CV on voit que vous n'avez jamais fait aucun jeu vidéo, on se dit bah il rêve pas beaucoup en fait. Il veut en faire, mais en fait pas vraiment puisqu'il n'en a jamais fait. Aujourd'hui, avec tous les outils qui existent gratuitement sur Internet, ne jamais avoir fabriqué ne serait-ce qu'un jeu vidéo ou modifié un niveau, franchement, c'est que vous n'avez vraiment pas envie de le faire parce que c'est très facile de le faire, quoi. Il y a même des jeux comme Mario qui proposent des Mario Maker qui permettent d'éditer ses propres niveaux. Aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune excuse pour ne pas avoir fait, ne pas avoir essayé tout seul, quoi. Donc ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, on va voir après, ça on le voit à la fin plutôt, mais votre capacité à s'intégrer dans une équipe, donc des critères un peu plus psychologiques. Pour l'apprentissage, on va essayer de mesurer votre capacité à bosser dans une boîte, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. Ces critères, ils sont un peu moins forts, mais ils restent importants. Voilà. On peut se permettre de... Pour un souci d'inclusion, l'école s'autorise à prendre des étudiants qui, pour des raisons X ou Y, pour avoir des capacités sociales moins importantes, on s'autorise quand même à en prendre. Par exemple, ça peut être le cas d'étudiants autistes, par exemple. Donc des étudiants autistes, qu'ils soient déclarés officiellement ou pas, ils ont des capacités à travailler en équipe qui sont un peu plus complexes à mettre en œuvre. Et on ne va pas prendre peut-être qu'une seule ou une promo entière d'autisme, c'est compliqué à gérer, mais on va quand même en inclure dans la promo. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'inclure tout le monde au mieux de ce qu'on peut faire après. Voilà. Et je crois que c'était tout. Non? Oui? Hein? C'est bon? Vous avez mentionné du coup les licences de programmation, d'art numérique et de game design. Quel est leur poids lors de concours d'entrée du Mastersmin? Leur poids statistique ou leur poids, est-ce qu'on leur accorde un privilège? Alors, est-ce qu'on leur accorde un privilège? Non. Donc ça n'est pas une entrée privilégiée pour entrer dans le master. Il n'y a aucun privilège accordé à ceux qui font la licence avant. On pourrait, hein, ça nous rendrait plus... Enfin, il y aurait sans doute plus d'étudiants qui candidатeraient aux licences, mais ce n'est pas du tout l'objectif. Alors maintenant, comment est-ce qu'ils arrivent à intégrer? Dans les faits, pas mal, ouais. Il y a un taux d'intégration des licences qui est un peu supérieur à la moyenne des autres écoles. Pourquoi? Parce que je pense que les licences ne doivent pas trop mal former à ce qu'on attend des étudiants, puisque c'est nous qui les avons créé les formations, donc ça ressemble un peu à ce qu'on attend des étudiants. Voilà, il y en a même qui ont fait la licence informatique et qui ont intégré le master en game design, par exemple. Alors que pourtant, c'est la spé la plus dure à intégrer. Donc, il n'y a pas de privilégié, mais dans les faits, statistiquement, il y en a toujours 5 ou 6 qui candidatent en général à différentes spé dans le master. Et sur ces 5 ou 6, on en prend souvent la moitié, quoi, ce qui est quand même beaucoup pour venant d'une même école. Et pourtant, c'est vraiment aucun privilège, quoi. Voilà. J'avais deux questions. D'abord, pour l'entrée à la licence, est-ce qu'une promesse d'alternance, ça peut nous avantager? Et aussi, une fois qu'on est accepté dans cette licence, comment ça se passe justement pendant ces 3 mois? Est-ce qu'on doit prévoir à l'avance une alternance? À quel point est-ce qu'on va être accompagné? Et comment ça se passe une fois qu'on a trouvé notre entreprise pour... Alors là aussi, c'est la loi qui décide pour nous. Donc nous, on va évaluer si vous êtes admissible ou pas. Donc si vous êtes admissible, ça veut dire que vous avez les compétences. Nous, on juge que vous avez les compétences pour pouvoir rentrer dans la licence.
Une fois que vous êtes admissible, vous êtes admis quand vous avez la société en fait. Tant que vous n'avez pas de contrat, techniquement vous n'êtes pas admis. Alors ça ne vous empêche pas de suivre les cours au début, puisque l'État vous couvre pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, l'État vous dit ok, tu n'as pas de contrat, mais je t'autorise quand même à suivre la formation. D'accord ? Donc si vous avez déjà votre boîte, bah oui, évidemment, c'est plus facile pour vous, parce que quand vous allez arriver, si on vous dit que vous êtes admissible, bah vous allez être admis tout de suite, puisque c'est la boîte qui décide. Enfin, je veux dire, on est obligé d'admettre les gens dans l'ordre des contrats après. C'est pas nous qui décidons. Donc même si vous étiez, je dis n'importe quoi parce que je vous connais absolument pas, mais c'est même si vous étiez le dernier dans notre classement d'étudiants admissibles, en fait après ça se fait par ordre de contrat. À partir du moment où on vous a dit que vous étiez admissible, notre avis compte plus pour vous. Ça se fait dans l'ordre des contrats. Donc voilà, ça répond à votre première question. Et est-ce qu'on vous aide ? C'est un peu ce que je dis tout à l'heure. On vous aide, on vous coach pour faire mieux vos CV, on vous coach pour passer des entretiens, on vous coach pour votre portfolio. On essaie de vous coacher pour les attitudes aussi à avoir quand on est dans une boîte, etc. C'est fait par une personne à temps plein qui travaille chez nous, mais c'est fait aussi par des professionnels qui viennent vous dire d'Ubisoft et d'autres studios qui viennent vous donner des conseils. Voilà. Mais j'ai vu que pour l'entrée justement à la licence, il fallait déjà un portfolio et un CV. Du coup, Oui. est-ce qu'on va le retravailler ou alors Oui. est-ce que c'est celui-là qui va être pris en compte pour... Non, vous allez le retravailler. Ok, merci. Alors celui-là sera pris en compte pour votre admissibilité, mais après on va vous le faire retravailler en fonction de ce qu'attendent les professionnels. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander si vous aviez observé des étudiants qui s'étaient tournés vers la recherche. Oui. Éventuellement avec le CNAM ou avec l'IRCAM par exemple. Exactement, on n'en a pas parlé là, mais le CNAM a aussi l'habilitation à donner des doctorats. Et donc du coup, moi je suis dans une équipe de recherche, et donc on est plusieurs enseignants-chercheurs dans les formations ici. Et donc du coup, en effet, il y a une proportion qui est assez faible, mais on va dire un étudiant en moyenne par an qui poursuit en doctorat. Et donc après, selon sa spécialité, on va soit le faire au CNAM, soit dans d'autres laboratoires de recherche. On a pas mal de partenariats avec pas mal de laboratoires de recherche. La vraie difficulté aujourd'hui du doctorat en France, c'est le financement. Donc dans la plupart des matières scientifiques, l'État n'autorise plus, c'est pas l'État, c'est... bref, l'administration universitaire n'autorise plus à commencer une thèse si vous n'avez pas trouvé de financement. Ouais. Et donc du coup, ça veut dire trouver un financement. Et alors là, les financements, c'est pas la fête. Il y a quelques bourses par an. Tout le monde se bat pour essayer de l'avoir. Donc nous, on a calculé, on a une bourse tous les 5 ans, je crois, un truc comme ça. Donc c'est pas super. Et après, il y a le CIFRE. Donc la CIFRE, c'est un dispositif qui permet à une boîte et un labo de partager un doctorant ou une doctorante. Mais ça, il faut trouver une boîte qui accepte de financer le salaire. On vous aidera, mais c'est vraiment pas facile. Très bien, je vous remercie. Oui. Je passe au master, vous me poserez des questions pendant le master. C'est pour le master ? Ah, moi, vite, allez, mes dernières. Hein. Une formation ou une boîte ? Ah oui, une boîte. Non, pas du tout. Donc cette année, c'est la pire. Donc je ne sais pas combien on va en avoir, mais ça va être assez dur. Les années précédentes, ce qu'on a d'historique, c'est on a en général entre 25 et 30 candidats qu'on admet. On est limité à 30 officiellement. On a une ouverture pour 30. On en admet entre 25 et 30 en général. Et on a des promos qui tournent entre 20 et 25. Ça veut dire qu'il y en a 5 ou 6 qui ne trouvent pas chaque année. Et qui partent. Oui. Alors on a essayé de limiter un peu, donc on a créé un concours pour rentrer, où on leur fait faire de l'informatique, parce que souvent les étudiants ils voyaient licence informatique jeux vidéo, ils disaient ah c'est super, je vais faire du jeu vidéo. Avant jeu vidéo il y a quand même marqué informatique, donc ce que vous allez faire principalement c'est quand même de l'informatique. Donc du coup on a changé le concours, parce qu'on avait des étudiants qui au bout de 3 semaines de programmation, ils nous disaient non mais en fait je ne veux pas faire de la programmation, moi c'est pas ce que je veux. Oui d'accord, mais dans une licence informatique je suis désolé, la programmation c'est quand même le centre du truc quoi. Donc du coup, on fait faire des exercices qui sont censés correspondre pendant le concours à ce qu'ils vont faire, pour être sûr qu'ils sont pas, enfin, s'ils sont dégoûtés déjà pendant le concours, c'est pas la peine qu'ils continuent et ils ont le temps encore de changer d'avis. Voilà. Mais malheureusement, oui, il y en a chaque année qui sont 5-6 qui sont sur le carreau. Et cette année, j'ai bien peur que ce soit pire.